Check, Mike, check this. Let's go. Visiblement, ça a l'air d'être good. Ça a l'air d'être good. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Manga Insight. On se retrouve aujourd'hui pour Vu la proximité du micro, t'inquiète pas. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Manga Insight. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode mensuel sur un manga que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous pensez connaître et au final, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, je suis actuellement au Japon et j'ai un invité que j'espère que vous connaissez puisqu'il s'agit d'un créateur de contenu spécialisé Japon, forcément, puisqu'il vit sur place depuis 15 ans. Bientôt 15 ans. Il s'agit de Mitsugi, qui est également conférencier régulier à Japan Expo. Mitsu, comment ça va? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Bah oui, moi aussi. Surtout que, comme je l'ai expliqué à ma partenaire de voyage, on se connaît depuis un bail. Et en dehors de l'épisode qu'on avait fait sur Entrepods ensemble sur la solitude, on n'avait jamais réellement fait quelque chose ensemble. Et donc en fait aujourd'hui, moi j'ai lancé mon podcast et ça me tenait à cœur déjà d'avoir un rythme régulier, mais surtout de faire participer des personnes pour qui j'ai un minimum d'affection, de respect, des points communs, etc. C'est adorable, merci beaucoup. Et il s'avère qu'en fait, en plus de ça, tu es l'une des deux seules personnes qui me connaissent depuis l'adolescence. Oui, mais toi aussi, tu es une des seules personnes qui me connaît depuis l'adolescence et j'étais encore plus jeune que toi, donc c'est pire. Mais c'est bien parce qu'on a des dossiers chacun l'un sur l'autre, donc je sais très bien que ça va pas fuiter. Par risque que moi je fasse fuiter les tiens. Donc Voilà. Donc, si vous voulez des dossiers, intéressez-vous à Mitsu. Si vous voulez des dossiers sur Mitsu, potentiellement, je peux en avoir. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'un manga que moi j'ai suivi en anime. Mauvais point déjà, mais on va revenir dessus. Voilà, mais pour le coup, tu vas pouvoir me le présenter et potentiellement me hyper à le lire, qui sait. Mais un manga quand même qui a marqué une certaine génération, dans une certaine mesure, qui se fait beaucoup plus discret en France en tout cas depuis quelques années. Ça dépend, on va revenir dessus aussi. Il s'agit Yu-Gi-Oh! de Yu-Gi-Oh! L'auteur étant décédé malheureusement, quelques années. Monsieur Takahashi. Soulignons tout de même qu'il est mort en héros puisqu'il a voulu sauver des gens de la noyade lors d'une sortie de plongée sous-marine. Donc à l'image au final de son personnage principal, quelque part, j'ai envie de dire. Peux-tu déjà nous présenter concrètement Yu-Gi-Oh! Parce que je suis persuadée que tous ceux qui nous écoutent sont persuadés de savoir de quoi parle Yu-Gi-Oh! Mais toi, comment tu nous présenterais Yu-Gi-Oh! Justement, c'est intéressant parce que Yu-Gi-Oh! Ça fait partie de ces œuvres où, comment on pourrait dire ça, leur succès en fait a fait évoluer la manière dont ils ont été perçus par beaucoup de gens. Et aujourd'hui, quand tu parles de Yu-Gi-Oh! Je pense que la première chose qui vient dans la tête des gens, c'est le fait de parler du jeu de cartes. Parce que le jeu de cartes, qui est encore aujourd'hui très apprécié, on a toujours, même très apprécié récemment. Là, il y a vraiment un renouveau un petit peu de Yu-Gi-Oh! Récemment, avec les tournois, avec certains influenceurs aussi qui ont commencé à parler vraiment du jeu de cartes en lui-même. On a le jeu vidéo Master Duel, qui est le premier véritable jeu vidéo qui reprend les vraies règles et qui permet justement de faire des tournois officiels. C'est-à-dire qu'on avait ça sur d'autres types de jeux de cartes. On avait ça sur, par exemple, Magic, Hearthstone, etc. Tout le monde avait un petit peu son jeu, son application qui permettait vraiment de jouer au jeu comme il fallait. Mais Yu-Gi-Oh! En fait, il y a toujours eu des portages console. Il y avait eu des portages sur smartphone, mais on n'avait jamais eu de vrai jeu où on pouvait vraiment se créer un vrai deck comme le jeu de cartes officiel, vraiment faire des parties, etc. Donc je digresse un peu, mais tout ça pour dire que le jeu de cartes aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu la première chose à laquelle les gens pensent quand on parle de Yu-Gi-Oh! Alors que c'est même pas du tout ce que voulait faire à la base Takahashi avec son manga. C'était pas du tout une histoire de jeu de cartes à la base. Et surtout, l'histoire, elle va beaucoup plus loin. Et le fait que les gens s'arrêtent aujourd'hui au jeu de cartes, alors que l'histoire qu'il y a derrière, elle est vraiment passionnante. Et pour moi, je pèse mes mots quand je le dis, mais c'est certainement un des meilleurs shonen et même un des meilleurs récits de tout manga confondu de fin années 90, début années 2000. Je trouve ça vraiment dommage que les gens ne soient pas plus plongés là-dedans. Mais encore une fois, c'est aussi malheureusement le manga, l'animé qui ont fait que ça a tellement percé pour le jeu de cartes qu'au final, ça a un peu gommé dans l'esprit des gens toute l'histoire qu'il y avait derrière. Oui, et puis à l'époque, il était quand même en concurrence. Alors on va parler de concurrence qui n'en est pas réellement une, en tout cas de mon point de vue à moi,
mais il était quand même en concurrence avec d'autres mastodontes du monde du manga et du shonen de manière générale, puisqu'on avait à la même époque, on a eu Hunter x Hunter, on a eu One Piece, on a eu Bleach, on a eu Naruto peu de temps après, donc forcément compliqué au final quelque part de réussir à se faire un trou quand on a des licences qui sont aussi puissantes et pour lesquelles au final l'auteur n'a même plus besoin de s'exprimer lui-même puisque c'est la commune qui s'exprime à sa place. Certes, mais justement là en fait on tombe un petit peu dans un biais de perception où on a l'impression que Yu-Gi-Oh! Au final c'est juste le manga de jeu de cartes et c'est pas si huge que ça, alors que c'était un manga publié dans le Jump et un des mangas les plus appréciés du Jump sur toute la période où il a été publié. Et on était vraiment dans quelque chose qui était, alors certes, aujourd'hui, quand on parle de Naruto, on parle de One Piece, on parle de Hunter x Hunter, on amène des trucs qui ont traversé des générations et des générations en parlant de l'œuvre en elle-même. Et c'est dur aujourd'hui, les gens ils s'imaginent que c'est très dur de les comparer. Mais à l'époque, c'était publié et il y avait un engouement réel autour de Yu-Gi-Oh! Et c'est ça qui a amené d'ailleurs les animés, etc., qui ont d'ailleurs beaucoup duré. Même si l'animé, c'est un petit peu malheureusement, je pense, et on va revenir très vite dessus, mais ce qui a un petit peu tué dans l'esprit des gens ce que signifie et ce que raconte réellement Yu-Gi-Oh! Ça reste une adaptation marketing. C'est surtout en fait que ça vient de cette époque où il y avait encore une différence flagrante entre la version produite au Japon et la version diffusée à l'étranger. C'est-à-dire que nous, la version qu'on a eue en France, par exemple, c'est la version for kids, en fait. C'est la version des États-Unis. Et c'est une version qui a été plus qu'édulcorée. C'est qu'il y a des pans de l'histoire qui ont été gommés, qui ont été effacés. Par exemple, on te parle plein de fois, et les gens qui ont grandi avec cet animé vont très vite comprendre de quoi je parle. On te parle plein de fois du monde des ténèbres, du monde des ombres. Et quand tu as quelqu'un, par exemple, on te dit je t'envoie dans le monde des ténèbres. Dans le manga et dans l'animé japonais, ces personnes décèdent. On parle de mort, c'est des personnages qui meurent. Mais pour ne pas choquer les enfants occidentaux, on disait non, ils sont pas morts. On les a envoyés dans un monde parallèle, le monde des ténèbres. C'est un truc qui a été totalement inventé par la version occidentale. Et au final, tu gommes tout ce qui fait vraiment l'esprit même de Yu-Gi-Oh! Qui est quelque chose d'extrêmement psychologique. Et personnellement, je donne mon avis à moi, mais au niveau psychologique et au niveau trame, moi je le place au même niveau qu'un Death Note par exemple. C'est intéressant pour le coup. Parce que effectivement, alors moi, et je l'ai dit en début d'épisode, je n'ai jamais lu Yu-Gi-Oh! Pas parce que j'ai pas eu l'opportunité, je pense que je l'ai eu. Je me souviens pas réellement pour être honnête. Mais je pense que j'ai été matrixée par l'anime qui ne me convenait pas. Ce qui est compréhensible. Parce que si je dois être totalement honnête avec les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si j'avais eu à l'époque la même offre manga éditoriale qu'on a actuellement en France, je ne serais jamais allée sur du One Piece ou sur du Naruto par exemple. Je serais allée sur des trucs beaucoup plus psycho, beaucoup plus sombres, parce que c'est dans mon tempérament, c'est dans mon attrait. À titre d'exemple, à 10 ans, moi je lisais Le Seigneur des Anneaux ou des équivalents. Donc à partir du moment où tu dis la gamine à 10 ans elle lit Le Seigneur des Anneaux, bon je dis pas que j'ai tout compris, je dis pas que j'ai tout compris, voilà, mais où tu te dis la gosse à 10 ans elle lit Le Seigneur des Anneaux alors que son niveau de français est peut-être pas le plus open de la terre, je confirme. Tu dis que la gosse elle va pas... Je dis pas que tu parlais mal quand t'étais jeune, mais tu te doutes bien que l'enfant ne va pas aller vers des choses qui sont peut-être intellectuellement ou psychologiquement plus accessibles. Et là, ce que tu me dis, parce que par exemple, moi j'aime beaucoup Death Note, je dis pas que la fin de l'animé est propre, mais toute la trame scénaristique est extrêmement intéressante, puisqu'on a quand même cette dualité permanente de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et surtout la finalité reste quand même cette nuance de gris qu'on devrait tout savoir en fait au final. Et là tu me dis Yu-Gi-Oh! C'est rigolo parce que là tout ce que tu viens de me dire je pourrais te le placarder de la même manière et te raconter Yu-Gi-Oh! Avec. Mais ça tombe bien, ça parle de quoi Yu-Gi-Oh! On va revenir sur le pitch principal. À la toute base, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu vraiment un revirement de Yu-Gi-Oh! Au bout du chapitre 60 à peu près, mais sur tous les premiers chapitres de Yu-Gi-Oh! Donc on va parler du manga, on va pas parler de l'anime pour l'instant. À la base on parle donc d'un jeune qui s'appelle Yugi, qui va découvrir un puzzle antique, un puzzle égyptien qui s'appelle le puzzle du millénium, et il va réussir à le reconstruire, donc il va finir ce puzzle, et le fait est que ce puzzle,
enfermer en fait l'âme d'un ancien pharaon égyptien qui n'a pas de nom. Ça, je C'est-à-dire m'en que ce souviens, ouais. pharaon égyptien, il a perdu sa mémoire, et il ne sait plus qui il est, il ne connaît plus son passé, mais le fait est qu'il est là. Et à partir de là, il va y avoir vraiment une dualité entre Yugi et cette espèce de deuxième Yugi, c'est comme ça qu'il l'appelle à la base, cet autre Yugi, qui est en quelque sorte, on va dire peut-être la version que lui il aimerait, parce que Yugi c'est un petit jeune qui a un peu mal dans sa peau, qui a du mal à se faire des amis. Ouais, mais c'est plus qu'un ado, c'est quand même un ado qui est vraiment très représentatif de cette phase de l'adolescence où parfois tu peux être un petit peu, tu peux avoir peur, tu peux avoir du mal à sociabiliser, tu peux avoir peur des autres, très renfermé sur lui-même, qui a du mal à créer justement ce contact social avec les autres. Ouais. Il commence Ouais, ouais. l'animé, il a aucun ami par exemple, parce que les gens se foutent de sa gueule. Ah oui, Et alors que dans l'animé, c'est pas le cas. Il est quand même entouré de deux il ou finit trois par être personnes, je crois. entouré. Il crée des amis, mais il crée des amis comment? Parce que justement, parfois, et donc c'est ça que commence à raconter au début le manga, c'est que donc ce second personnage, on va pas donner son nom pour l'instant parce qu'à la base il en a pas. C'est cette autre personnalité donc, qui est l'âme du pharaon. Elle va prendre le dessus, elle va prendre possession de son corps, vraiment comme une seconde identité. Et elle va s'adonner à des jeux qu'on va appeler les jeux de l'ombre. Oui, ça, c'est un élément qui est repris dans l'anime. Mais l'animé que toi t'as vu, t'as pas vu les premiers jeux de l'ombre. Quand tu prends vraiment les 60 Non. premiers chapitres, en fait c'est des jeux qui sont mais d'une violence. Ah C'est-à-dire que par exemple, à un moment, il va faire un jeu contre un espèce de malfrat, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais genre vraiment c'est la grosse kaira japonaise qui vole, qui voilà. Et du coup en fait à chaque fois ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre en place des jeux, il va jouer avec eux, il va D'accord. dire le perdant, s'il perd il perd beaucoup sans jamais vraiment dire ce qu'il va perdre. Et au final par exemple tu as une des scènes les plus marquantes et qui montre qu'à la base Takarashi voulait faire un manga d'horreur, ce que les gens ne savent pas. Takarashi à la base c'est un manga d'horreur qu'il voulait faire avec Yu-Gi-Oh! Donc tu as ce malfrat en fait qui se retrouve complètement brûlé sur place dans un café parce qu'il a perdu le fameux jeu de l'ombre auquel le pharaon. Ah oui, t'as des Donc, vrais enjeux. au début ça quoi. commence comme ça, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que sur les 60 premiers chapitres on était vraiment sur un manga à sketch. C'est que c'était D'accord. plein de tout petits récits où à chaque fois Ouais. le second Yugi, donc l'âme du pharaon, prenait l'ascendant sur Yugi et mettait face certains malfrats à des jeux qu'il appelait les jeux de l'ombre pour les confronter justement à toute la malhonnêteté qu'il représentait. Ouais. Et donc on était vraiment sur des tout petits sketchs qui duraient quelques chapitres où à chaque fois en fait c'était ok quel type de jeu il va mettre en place, comment il va remporter le jeu, parce qu'à chaque fois tu avais aussi ce truc où tu avais l'impression que l'autre en face avait l'ascendant sur lui alors qu'au final, et c'est là où on arrive un petit peu sur du Death Note aussi, tu voyais que le pharaon en fait il avait littéralement 5 coups d'avance sur lui et il avait déjà tout prévu. Et la manière dont se résolvaient ces jeux et la manière dont allait être punie la personne en face, c'était fou. Surtout, encore une fois, pour un manga publié dans le Jump, et ça dénote totalement de l'image, je pense que les gens se font de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui. Bah, complètement, parce que moi, ces éléments-là, je les avais pas et je suis en train de me dire, ouais, faut que je les achète. Quoi. Mais vraiment, lis le premier tome, vraiment, avec les premiers chapitres, et tu vas avoir l'impression de découvrir un Yu-Gi-Oh! Que tu n'as jamais connu. Et en fait, là où il s'est passé un véritable switch, c'est que il y a ce qui correspond au premier épisode de l'anime Yu-Gi-Oh! Qu'on a connu, il y a cette fameuse bataille avec Seto Kaiba qui va devenir l'antagoniste principal de Yu-Gi-Oh! Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ça c'était prévu pour être un petit chapitre. Donc c'était vraiment prévu comme étant genre Ah un ouais. ou deux épisodes max. Ouais, genre c'était un antagoniste. C'est qui ça. passe Et comme du ça, coup, c'est le ça. jeu de cartes en lui-même, c'était juste quelque chose qui, comme les autres jeux qui avaient été mis en place avant, avait été créé par Takarashi uniquement pour raconter cette histoire à ce moment précis avec Seto Kaiba. Et donc à la fin, c'est pour ça que quand tu regardes le premier épisode, tu as ce fameux moment où Yugi il sort Exodia et il dit voilà j'ai gagné, tu vois Seto Kaiba qui perd et normalement c'était censé être fini et on passait à autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que tu connais comment fonctionne le Jump, les retours des lecteurs. Dès qu'il y a un truc, ça tire sur la Exactement, corde. et c'est le retour des lecteurs en fait qui a fait que Takarashi s'est rendu compte que de toutes les histoires qu'il avait racontées, cette histoire avec Seto Kaiba
Tokaiba et avec ce fameux jeu de cartes qui a été créé pour l'occasion, donc qui s'appelait pas encore Duel de monstres à l'époque, mais qui est devenu Duel de monstres par la suite, ça a tellement fonctionné, il y a tellement eu des retours des lecteurs qui étaient incroyables, il s'est dit ah j'ai peut-être quelque chose. Et donc il est parti un petit peu là-dessus en disant je vais essayer d'étoffer tout mon récit autour justement de ce jeu de cartes et autour de cette dualité entre Yugi et Seto Kaiba. Et à partir de là, tu vas avoir vraiment 3 gros arcs en soi. C'est-à-dire que tu vas avoir l'arc avec Pegasus sur l'île des duellistes. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle le Battle City. Donc, c'est quand Kaiba il met en place un tournoi de duel de monstres en ville, etc. C'est là où tu vois apparaître les dieux égyptiens, tout ça. Et tu vas avoir un dernier arc qui va être l'arc où en fait on va revenir à l'origine du manga avec justement le passé du pharaon qu'on ne connaît toujours pas à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a développé des choses petit à petit, il a mis des petites pistes, des petits easter eggs à droite à gauche, et tout ça, ça va servir pour le dernier arc, où vraiment on va se replonger dans l'époque égyptienne, où on va découvrir qui est réellement le pharaon, on va découvrir que Seto Kaiba, c'est un mini spoil mais pas vraiment, c'est juste pour vous dire, regardez parce que c'est incroyable, tu vas découvrir que Seto Kaiba c'est lui-même aussi, en fait, comment on dirait en français, quand tu renais, voilà, c'est la réincarnation en fait quand tu prends, il s'appelle Seto, ça correspond à Seth dans Seth, donc le dieu égyptien. Et en fait tout a été calculé dès le départ. Ah putain, c'est la réincarnation du dieu de l'avant. C'est la réincarnation si tu veux de ça. Et donc en fait ce duel qu'on voit aujourd'hui à notre époque entre Yugi et Seto Kaiba, c'est quelque chose en fait qui date de l'Égypte ancienne où ils étaient déjà, et en fait tu as plein de personnages qui se sont réincarnés. Tu te rends compte que le duel de monstres en fait c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque et qui a été reconstruit au fur et à mesure des âges pour devenir au temps actuel un jeu de cartes, mais c'est quelque chose qui date de cette époque-là. Et donc déjà tu as tout ce lore qui est extrêmement bien construit, qui va beaucoup plus loin que ce que les gens s'imaginent aujourd'hui, quand ils s'imaginent que c'est juste ça, mais ça va plus loin. Et moi ce qui personnellement me plaît le plus dans Yu-Gi-Oh! C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est toute la partie psychologique du manga, parce qu'en fait ça traite d'énormément de sujets qui sont des sujets qui moi personnellement me touchent énormément. Déjà quand tu prends Yugi et donc Atem, parce qu'au final on apprend dans le dernier arc justement que le pharaon quand il retrouve son nom et sa mémoire, en fait c'était le pharaon Atem, et cette dualité en fait entre Yugi et Atem, on a vraiment psychologiquement ce truc de le toi en société et le toi que tu aimerais être, les choses que tu n'oses pas. Mais c'est un principe qui est présent ça dans la société japonaise. Bien sûr, c'est le masque. Ça peut être ça, mais c'est quelque chose qu'on retrouve au final un peu partout. C'est qu'ici on lui a donné un nom, on a le tatemae, le ronde en japonais, mais au final ce tatemae ronde, les gens essaient toujours un petit peu de l'extrapoler en disant au Japon, on l'a partout en fait. Tu te comportes pas de la même manière devant ton boss. On l'a effectivement partout. Sauf quand tu t'appelles Karna et que tu dis des choses à ton boss que tu n'es pas censé dire. Voilà, il y a des Japonais aussi qui s'en foutent, tu vois, de ce concept-là. Voilà, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un concept qui est très présent partout, de ce que tu veux montrer, ce que tu veux être, ce que tu montres réellement, ce que les gens comprennent, ce que les gens perçoivent, enfin bref, c'est un concept qui est présent partout, mais que, effectivement, au Japon, ça a un nom, mais en Europe, on l'assume beaucoup moins. Parce qu'en Europe, on part du principe que... Il faut être franc, il faut dire les choses. Voilà, be yourself, guys, j'ai envie de dire, mais c'est pas toujours recevable. Bien sûr que non, parce que comme on le dit toujours, la liberté commence là où s'arrête celle des autres, tu vois. Donc, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment, encore plus que ce côté justement tatema et ronné, donc du masque social, etc., on a vraiment aussi cette espèce de soin intérieur. Takarashi, il a expliqué ça plusieurs fois en interview, c'est qu'il part du principe qu'on a tous un soin intérieur qu'on montre pas, mais qui est cette personne qu'on aimerait être. Tu sais, ce truc j'aimerais tellement avoir pu répondre à cette personne comme ça, j'aimerais tellement être capable, et là je me sens personnellement concerné, je suis associable as fuck, tu vois, et j'ai de l'anxiété sociale. C'est pas pour rien qu'on est copains. Mais moi je le ressens souvent, c'est que quand j'ai ces crises d'anxiété sociale, à chaque fois je me dis j'aimerais tellement être capable de parler plus facilement, de pas me remettre en question dès que je parle, etc. T'as toujours cette dualité, et cette dualité elle est présente, elle est créée par cette analogie de Yugi et Atem qui sont dans le même corps. On a aussi bien sûr tout cet aspect un petit peu plus, comment on pourrait dire, sur justement, je perds mes mots.
c'est que c'est une pathologie qui existe, le fait d'avoir justement... Ah, ouais, le voilà. TDI, le trouble Voilà, dissociatif on a de un petit l'identité. peu cette chose-là aussi qui est, mine de rien, parsemée et qui est traitée dans l'œuvre. Et à côté de ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que même à partir du moment où Takahashi il a switché sur « Ok, mon histoire, je vais la raconter en faisant tourner ça autour de ce jeu de cartes qui est Duel de monstres », et bah tu te rends compte que il a jamais perdu déjà son génie narratif, parce qu'il a toujours été très fort, et il a jamais perdu non plus la chose qu'il avait envie de raconter. Et une c'est chose beau, que ça. j'aimerais dire, c'est que quand vous regardez, même l'animé, même si ça se transcrit beaucoup plus dans le manga, mais même l'animé en soi, d'ailleurs si vous voulez regarder l'animé, regardez l'animé version japonaise, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Mais si tu prends juste un duel, tu prends deux personnages qui combattent avec les cartes. Oui. T'es pas juste sur des gens qui jouent au jeu de cartes. Quand tu regardes, vraiment, mais prends n'importe quel duel, Bah, c'est une discussion. c'est Enfin, c'est un c'est une débat. pièce de théâtre. Et vraiment, en fait, que ce soit les cartes, que ce soit l'univers des cartes utilisées par le joueur, Ah que oui, ce je vois soit ce que tu veux la dire. manière dont les gens s'expriment, que ce soit le duel. En fait, on est plus sur un conflit d'idées, sur un conflit idéologique. Et en fait, chaque chose Oui. traduit vraiment la psyché de chaque personne. Oui, c'est vrai que tu as des jeux, je me souviens dans l'anime, tu avais des personnages qui avaient des jeux avec des personnages vraiment qui semblaient dégoulinés de malhonnêteté, de crasse, il y avait un truc qui allait pas. Et en face, tu avais ce petit Yugi qui avait un jeu relativement lumineux, plutôt équilibré, plutôt bien pensé. Et c'est vrai que ça faisait vraiment ce truc de débat d'idées, de qui va être le plus fort pour imposer sa personne, pour imposer ses idées, pour imposer sa vision du monde en fait, en vrai. Et c'est un truc que de manière générale, on va retrouver dans beaucoup d'histoires. Et vraiment, quand tu regardes la manière dont et ça s'améliore au fur et à mesure, quand tu prends le premier arc sur l'île des duellistes, tu vas Ouais. voir arriver certains personnages qui vont être un peu des parodies, mais c'est vraiment juste pour mettre en place ce truc-là. Tu auras par exemple, Ouais, alors t'as t'as des t'as les noms clichés, français, ouais. parce que les noms français, pareil, sont très rigolos, mais c'est ça qui va parler au plus de gens. Tu vois par exemple le Rex Raptor, t'as un gars qui s'appelle Rex Raptor et il joue les cartes dinosaures, tu vois. J'avais oublié. Et voilà, on est vraiment dans des espèces de parodies, on est vraiment un petit peu dans les clichés de personnages. Oui, Mais c'est ça permet de mettre en place déjà la complexité et la multitude de facettes du jeu en lui-même. Et ça permet Ouais. de créer des personnages certes stéréotypés, mais qui vont pouvoir servir par la suite. Mais plus l'histoire évolue, plus on arrive autant dans le jeu que dans les cartes utilisées, que dans les fameuses discussions que tu as entre les personnages qui sont plus importantes encore que le combat de duel en lui-même. En fait, ça va vraiment évoluer sur un combat psychique et psychologique qui, et je reviens à ça, est du même niveau parfois que Death Note, encore une fois. Et ça arrive vraiment à son paroxysme sur la fin du manga, où tu vas avoir deux duels qui sont légendaires. Tu vas avoir le duel Yugi contre Kaiba, genre le dernier gros duel qu'ils font ensemble, où là vraiment on a Kaiba qui lui vraiment est le stéréotype du Du non, en fait, rageux. Kaiba, il a été créé pour être l'analogie de la société capitaliste. C'est littéralement le mec qui prend un jeu et le mec en fait il a tellement Oui, je vois ce que tu veux dire. il est malade, tu vois, il a besoin d'être le meilleur, il a besoin d'être le plus beau, le plus grand, le plus fort. C'est le cliché du mec de la C'est Startup ça, Nation. mais vraiment, mais à tel point Désolé. qu'il va littéralement prendre un jeu et en faire une espèce de truc énorme. Il va créer Battle City, machine il va à créer, ouais, cash. c'est ça, mais plus qu'une machine à cash, c'est-à-dire que lui derrière, il va se faire énormément de cash, il est très riche, c'est Kaiba. Mais avant ça, mais c'est c'est- surtout prouver que c'est lui le meilleur. Mais il veut nourrir son ego. En fait, c'est un mec qui a un ego, qui a besoin d'exister, il a besoin en fait. Seto Kaiba, pardon. Moi, je le visualise comme ce mec qui, alors, je ne dirais pas qu'il est parti de rien parce que c'est totalement faux, mais qui a eu à un moment donné un trauma, un vide à régler et qui le règle en dévorant absolument tout ce qu'il peut. Et ça passe par effectivement transformer un jeu en machine à cash, en véritable machine à cash, par dévorer les autres, parce que c'est aussi ça, Seto Kaiba, il dévore
autrui. Il dévore les jeux parce qu'il ne se contente pas d'éclater ses adversaires, il leur prend les cartes. Il leur vole leurs cartes, il les détruit. Ah, de ils volent pas A les à cartes, Z, hein, il c'est les pas détruit. Non, mais il les récupère en fait, c'est son gain. Pas spécialement. Et il les Pas dévore en fait. spécialement. Je pensais que tu confonds avec un autre Bah, personnage. Non, dans l'anime, je crois qu'il parie, surtout avec Yugi, je crois qu'il parie le dragon blanc aux yeux bleus régulièrement. Non, je non, crois. non. Enfin, c'est pas mis comme Alors, ça. Mais je peux- ce qu'il y a d'intéressant avec cet Okaiba, justement, c'est que c'est pas un personnage manichéen. Tu vois. C'est que, alors, au début, on te le présente vraiment comme l'antagoniste, donc il faut que ce soit l'antagoniste. En fait, petit à petit, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va développer aussi sa psyché, son passé. Il y a Oui. toute cette relation avec son petit frère aussi. Oui. Et tu te retrouves en fait à la fin, surtout quand on développe dans le dernier arc tout ce passé de sa vie antérieure en tant que antagoniste du pharaon à l'époque Oui. de l'ancienne Égypte, tu te rends compte en fait que c'est un personnage qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus construit que le méchant qui a du fric. Et Ouais. c'est extrêmement bien construit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est vachement intéressant avec cet Okaiba, c'est que en fait, il représente tellement de choses de notre société d'aujourd'hui où c'est le mec qui a du fric, qui va dicter les règles et qui va te dire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est littéralement le mec qui dit qui a du fric, qui va dicter les règles et une fois qu'il a dicté les règles, il va dire voilà, vous voyez ça s'appelle la méritocratie. C'est littéralement ce genre de mec là. Et c'est facile quand t'as du fric et que c'est toi qui fais les règles de dire bah ça c'est les bonnes règles et ça c'est les mauvaises. Tu vois. Et littéralement il y a un petit peu de ça du côté de cet Okaiba, Oui, je vois ce avec que tu veux encore dire, une fois une psyché qui est extrêmement travaillée derrière. Et tout ça, ça fait que là vraiment j'ai été extrêmement rapide, ce serait très compliqué de développer encore plus, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est très très loin d'un simple manga qui sert un jeu de cartes produit par Konami. Et non, on est vraiment dans quelque chose qui à la base était cette histoire qu'avait envie de raconter Takarashi. Le fait est que l'engouement des gens autour du jeu de cartes et autour de cette dualité Yugi-Seto, ça a fait que il a pris cette pipeline là pour raconter son histoire. Et c'était un Mais coup là, de génie, bien hein. sûr, et c'est ça qui fait que Yu-Gi-Oh existe encore aujourd'hui, c'est notamment, malheureusement j'aimerais dire, parce que moi j'aimerais que les gens se tournent plus sur l'histoire, mais c'est grâce au jeu de cartes que ça existe encore aujourd'hui. Bien sûr. Mais non, clairement, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus profond, qui raconte des choses, et je sais pas à quel point ça va servir aux gens pour développer mon propos, mais c'est un des rares mangas où, arrivé à la fin, j'ai vraiment pleuré sur le dénouement de cette histoire-là. Ouais, c'est pas une Non. fin bâclée. Ah non, et Pas eu t'as une apothéose à la fin. Tu sais comment ça se termine ou pas? Je sais pas si je le dis ou pas. Absolument pas. Tout simplement. Attention, Oui, spoiler et non en même temps, parce que c'est pas une fin à twist. C'est juste une fin qui a été mise en place dès le début et qui arrive à son apothéose. D'accord. C'est que à la fin, Atem, donc dans le dernier arc, il récupère ses souvenirs, il récupère son nom, mais il est toujours emprisonné dans le corps de Yugi. Et donc en fait, il va y avoir un espèce de dernier duel qui va être Yugi face à Atem. Et donc tu as littéralement Yugi qui lui a grandi, a évolué avec Atem pendant tous les arcs de Yu-Gi-Oh, qui se retrouve face à lui-même et qui doit prouver à son lui, donc là on rentre dans la psyché de la chose, hein, mais il fait face à son lui qui rêvait d'être et doit montrer qu'il est devenu meilleur que ça et qu'aujourd'hui il est capable de se débrouiller tout seul. Et donc tu as ce dernier conflit qui est mis en place autour d'un duel de monstres, mais où c'est lui face à lui-même et avec le fait que si Atem gagne ou perd, son esprit va être délivré et il va pouvoir sortir du corps de Yugi et pouvoir s'émanciper et retourner au paradis en fait. Tu vois. Et quand tu as suivi toute la construction et que tu as ce dernier moment, je ne dis pas qui gagne et qui perd, ça vous verrez en découvrant l'œuvre, mais tout ce dernier moment là, waouh, mais pour moi qui est tout lu plusieurs fois, hein, et pour qui vraiment Yu-Gi-Oh c'est une des œuvres les plus fondatrices des années 90-2000. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, moi ça m'a touché, mais au plus profond de moi-même. Et j'ai tous les tomes à la maison et quand je les relis, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de pleurer sur ce dernier moment. Tiens d'ailleurs, par curiosité, tu les as en français? Je les ai en japonais et j'avais acheté les tomes français, mais je sais pas si ma mère les a encore ou s'ils ont été perdus dans un déménagement et je les ai plus, donc non, je les ai en japonais. Ok. Et justement, on a survolé le truc hein, parce qu'en France, la hype autour de Yu-Gi-Oh est légèrement moins forte, de mon point de vue à moi encore une fois, que celle autour d'autres mangas. Je dirais même
qu'il est beaucoup plus discret maintenant qu'il y a plusieurs années en arrière. Déjà parce qu'il s'est terminé et qu'on a... Enfin, C'était ma question de comment est-ce que tu arrives à expliquer, toi avec ton regard actuel, qu'une œuvre aussi importante, qui a l'air extrêmement bien travaillée, extrêmement forte, puisse être devenue aussi discrète, bien qu'elle soit finie, alors que d'autres œuvres terminées continuent d'avoir une seconde vie, voire même une troisième, une quatrième. déjà, pour deux choses, c'est que Takahashi, il a raconté ce qu'il avait raconté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu l'après Yu-Gi-Oh! Ce que j'appelle l'après Yu-Gi-Oh! C'est l'après arc Yu-Gi. C'est-à-dire que tu as tout ce que je viens de te raconter avec ce duel final entre Yu-Gi et Athènes. Et ensuite, on a eu les fameux Yu-Gi-Oh! GX et tout le tralala. Ouais. Pauvre Golden, il était rouge. Voilà, on a eu cet après arc Yu-Gi avec des nouveaux personnages, etc. Ouais. Mais là, on était vraiment, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas spécialement accroché à tout ça, et d'autant plus aujourd'hui, on était vraiment dans des animés qui ont été mis en place. GX, ça passait encore un peu. Tout ce qui a été fait après, c'était vraiment pour vendre du jeu de cartes, en fait. Et on est vraiment devenu un petit peu dans la même chose que l'animé Pokémon. L'animé Pokémon, il sert uniquement à vendre des jeux et des jeux de cartes. La différence entre Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, c'est que Yu-Gi-Oh! A existé avant le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et avant tous les dérivés. Pokémon, l'animé n'existe que pour vendre des jeux vidéo à la base. Et donc en soi, l'histoire, elle a été terminée, mais ce qui a totalement desservi, je trouve, Yu-Gi-Oh! C'est le fait qu'on a eu par la suite toute une flopée d'animés qui étaient vraiment pas ouf et qui étaient là uniquement pour vendre les cartes de Konami, tu vois. Ouais, là c'était vraiment le coup de on a trouvé une machine à C'est cash, ça. on va l'utiliser jusqu'à Exactement. Et même sur l'animé, tu vois, l'animé, tu as eu pas mal d'arcs fillers, par exemple, tu as eu tout un arc autour de l'Atlantide, etc. C'était sympatoche à regarder, mais c'est vraiment des arcs qui correspondent tellement pas à la vision principale de Takahashi dans son manga que Après, c'était bien sûr. l'époque, malheureusement, de les animés, ils voulaient tellement suivre au chapitre près le manga que pour combler, quand ils avaient rattrapé le manga, on avait droit à des fillers qui faisaient un arc entier, quoi. On avait 60 épisodes d'un truc qui n'existe pas.